À 8 heures tapantes, je suis dans le bus pour aller à Grenade, étape rapide avant de gravir les montagnes environnantes. Ma place attribuée est plantée au milieu d'un groupe d'Espagnols quadragénaires qui parlent et gloussent comme lors d'un voyage scolaire. Moi qui avais prévu de dormir tout le trajet pour attraper ma nuit de sommeil, j'écoute à la place la radio du bus Alsa sur la tablette numérique accrochée face à moi avec le casque à fond pour ne pas entendre leurs piaillements et pouvoir somnoler durant tout le trajet. Du pop électro ou du R&B de base qui passe à la radio, en anglais ou en espagnol, gratte mes oreilles, n'ayant point l'habitude d'écouter ce genre de musique. Endolori par la marche intensive et le sac à dos à poids d'âne, mes jambes, mes pieds et mon dos sont cependant ravis de se reposer dans le bus. Admiration d'un paysage aride et vallonneux. Des touffes de verre, annonçant une multitude d'arbres brocolis, poussent comme des pustules mignonnes sur une terre sèche marron clair. Arrivé à Grenade à 13 heures, je cours pour avoir mon premier bus afin de ne pas rater ma correspondance, un bus qui passe une fois l'heure. Dans le premier bus, bordé de valises, je me glisse à côté d'une femme ronde, la cinquantaine, en tailleur jaune. Je coince ma valise à mes pieds avec mon coupe-vent dessus. Mon sac à dos et mes jambes sont penchés vers le couloir. La dame en tailleur jaune sort malheureusement avant moi. Je déplace donc toutes mes affaires à coups de Perdona, 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 auquel la dame me répondait Tranquila, tranquila, tranquila. Que de différence avec les Français qui jaugent de haut les touristes et te fusillent de regard dès que tu les frôles avec tes yeux. Je quitte le bus à 13h28. J'ai 2 minutes pour trouver le prochain bus. Où est-il? Désespéré et légèrement paniqué, je charge l'arrêt de bus le plus proche, lisant à la va-vite les numéros des bus. Une vieille dame avec son caddie de course me demande ma destination. Je lui réponds Kentar. Elle me rassure en me disant que c'est le bon arrêt et qu'elle prend le même bus que moi. Elle s'assure ensuite que je monte bien avec elle. Une fois arrivée dans la montagne, elle descend avec moi et va à la rencontre d'un homme édenté, la quarantaine, en tenue de travail. Il est apparemment convenu qu'il m'accompagne à l'auberge de jeunesse puisqu'il me suit. Il tente de faire la conversation, mais mon espagnol est trop approximatif pour que j'arrive à lui répondre quoi que ce soit. Je me contente de sourire en hochant la tête. Il finit par me quitter en me détaillant la suite du chemin. Je me permets de reprendre mon souffle, persuadé que personne ne me regarde. Le village est construit en pente et suivre le rythme de cet homme était intense. Alors que je viens à peine de m'arrêter, une jeune femme en tenue de footing m'interpelle en haut de la prochaine pente. Je la rejoins tant bien que mal. Elle m'accompagne un moment, puis m'explique la suite de l'itinéraire avant de bifurquer ailleurs. Et me voilà en train de traîner mes lourds bagages et de crapahuter la dernière montée, encore plus raide que les précédentes, tel Sisyphe avec son rocher. Devant l'auberge de jeunesse, j'oublie mon souffle coupé. L'ouverture de la porte se fait via une vieille cloche. Un homme de la cinquantaine, bronzé, d'une zénitude incomparable, avec un sourire irradiant ses rides, m'ouvre. Un autre homme arrive par des escaliers, me balance un «Qu'est-ce comme si on se connaissait, avant de continuer son chemin. L'homme de l'auberge note ma réservation sur un registre papier et me demande de régler en monnaie. J'ai heureusement la somme exacte dans mon porte-monnaie, plus 1,80 € pour mon prochain aller à Grenade. Ne serait-ce pas là un signe du destin? Après un labyrinthe de rosiers et de pierres, j'entre dans ma chambre. Il n'y a pas de clé, me dit l'homme de l'auberge. 15 heures. Pause repas depuis l'auberge, avec vue sur les montagnes environnantes et sur une statue de Bouddha. À 16 heures, je décolle pour aller voir la réserve d'eau qui est à 1 heure de marche de l'auberge. J'y vais sereinement, pensant partir pour une simple petite balade tranquille. Comme j'ai eu tort de penser ça. Le début du chemin commence bien. Aucune pancarte n'indique la réserve d'eau. Je me débrouille avec les quelques indications données par l'homme de l'auberge. Un panneau rouge, une fontaine, une maison. J'entame un premier chemin. Je parcours une longue parcelle de macadam, puis un chemin plus étroit au milieu de 2 terrains entourés de barrières. Un vieil homme est assis sur le chemin et me regarde étrangement. Je reviens vers lui très vite après avoir compris que je me trompais fort probablement de direction. Le vieil homme me renseigne comme il peut, je comprends un mot sur 10, je ne suis pas sûre qu'il ait compris où je voulais aller, mais je lui fais confiance et je rebrousse chemin. Deuxième tentative de chemin. Je suis seule au monde, seule au monde, seule au monde. Non mais vraiment, genre il y a personne, mais personne sur ce chemin, c'est trop 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 bien. Genre j'ai le chemin et cette vue là, rien que pour moi quoi, c'est génial, oui.
Plus loin, dans l'absence totale de panneaux ou de marques, je choisis à une intersection le chemin le plus large et donc le plus susceptible de m'amener à un plan d'eau. Après une forêt d'oliviers, j'atterris sur une ruche. Je reste à distance, seulement le temps de choisir entre continuer ma route ou retourner sur mes pas. Les abeilles ne me laissent pas réfléchir et foncent en essaim sur mes cheveux. Je pars vite, mais pas trop, pour éviter que tout geste brusque les fasse paniquer et que l'une d'entre elles me pique. Je continue d'avancer de plus en plus rapidement. Les abeilles s'en mêlent dans mes cheveux et semblent prises au piège. Je secoue ma tête, espérant les libérer tout en courant doucement. Je tente de ne pas avoir de réaction irrationnelle. Et là, je sens une douleur violente. L'une d'entre elles m'a piqué. Je perds toute objectivité, je cours. Et par chance, les abeilles s'extraient de ma carcasse de poils et m'abandonnent dans un profond désarroi. Que faire? Et si j'étais allergique? Est-ce que je peux continuer ma balade? Je regarde sur Internet pour connaître la procédure à suivre et les symptômes inquiétants suite à une piqûre d'abeille. La peur me saisit maintenant que la menace d'une trentaine de dards est passée. Je canalise ma panique intérieure pour attraper à l'aveuglette le dard coincé dans mon cuir chevelu. À tâtons, je sens une légère bosse et j'arrive à sortir doucement le dard sans le presser. Ma tête me brûle. J'espère que ça va aller. Obsédée par la réserve d'eau, je décide de continuer de revenir en arrière seulement si la douleur s'intensifie. L'excitation de la montagne et la sensation de liberté se sont envolées avec le dard et ont été remplacées par l'angoisse de mort. Là, au milieu des montagnes, pour la première fois, je sens réellement le danger de marcher seule. Ce danger que j'avais déjà en tête, mais sans l'avoir encore expérimenté. La tête brûlée, j'accélère le pas, j'admire moins le paysage, pressée de voir le point d'eau afin de vite rentrer à l'auberge pour observer ma tête. Je passe devant des chiens aboyeurs, gardiens agressifs de moutons, retenus par de simples barbelés. Si l'une de ces protections cède, le dard deviendrait plaisanterie puisque je pourrais être achevé par des coups de dents arracheuses d'organes. Peu de temps après, j'arrive à la réserve d'eau creusée dans les montagnes. Je contemple une vue à 360 degrés, altérée seulement par deux trois voitures qui viennent regarder 5 minutes le plan d'eau avant de repartir. Deux hommes et un ado me demandent de les prendre en photo devant leur moto plutôt que devant les montagnes andalousiennes. Je m'éloigne et je grimpe une colline pour me cacher sous les arbres et m'approcher du précipice bleu-vert. Les trois hommes s'amusent à lancer avec violence des cailloux contre un poteau, laissant dans l'air un bruit pesant et fort désagréable. Après une pause goûter écriture, la brûlure du dard a disparu de ma tête. Je redescends tranquillement vers l'auberge de jeunesse à la tombée de la nuit. Je m'aventure dans le village pour trouver de quoi manger ce soir. Dans une épicerie, je suis dans l'incapacité de payer puisqu'ils ne prennent pas la carte bleue. Ma colocataire de chambre canadienne me sauve en partageant son repas et sa sympathie. J'apprécie une discussion en français dans une salle à manger vide et silencieuse. Demain, j'irai entreprendre une longue randonnée dans les montagnes.